Eh bien, écoute, bonjour Dario. Salut Adrien. Content qu'on fasse cette interview. Ça faisait un moment qu'on voulait faire ça. Merci d'avoir accepté Pas de l'invitation. problème, Euh, c'est un plaisir. alors, en gros, pour t'expliquer un peu le concept de l'émission, on fait des interviews au format temps long. Donc, on va revenir un peu sur ton parcours, euh, pourquoi et comment tu as eu l'idée de créer O'Clock, ce que tu penses aussi, ta vision du modèle pédagogique, le marché de la tech, et puis tes projets actuels et futurs. Très bien, programme chargé. Vaste parcours, hein. Alors, déjà, on va commencer par le début. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ok, alors je m'appelle Dario Spagnolo, j'ai 41 ans, j'habite près de Lyon. Je suis italien, j'ai grandi en Italie et je suis tombé dans la tech, dans le numérique, même dans l'informatique, comme on disait à l'époque, quand j'étais tout petit, quand j'avais 7 ans, et qu'on m'a offert mon premier ordinateur. Et donc c'est là où tout a commencé. Je n'ai pas fait d'études. Et donc je me suis arrêté très tôt, j'étais en première, je n'ai pas été plus loin, mais par contre je me suis beaucoup formé en autodidacte et c'est comme ça que j'ai tout appris. Ça allait être, Et ça allait être ma deuxième question, effectivement. Tu as, du coup, toi, tu n'as pas fait comme moi, hein, d'ailleurs, on est autodidactes tous les deux. Tu as vraiment appris le code, le développement, de ton côté. oui, et ça m'a pris une éternité. Je n'apprends pas rapidement, et donc ça prend du temps, mais bien sûr, ben, on peut apprendre tout par soi-même quand on est motivé, quand on en a envie, voilà, à condition d'y mettre beaucoup, beaucoup de temps. Oui, de toute façon, le coaching, la formation, ça permet simplement d'aller plus vite et plus facilement à l'objectif. Autodidacte, du coup, l'inconvénient, comme tu dis, c'est qu'on prend beaucoup plus de temps que ce qu'on prendrait si on faisait dans un cadre balisé. Ok. Et c'était quoi ton tout premier souvenir de programmation? La première fois que tu as codé quelque chose? C'était de manière très très classique. C'était un site web personnel. On faisait les sites personnels à Ouais. l'époque, et donc on disait qui on était, ce qu'on faisait, les amis qu'on avait. On faisait ce genre de choses pour faire ses premières armes en 1996, 97, par là, dans ces eaux-là. Et voilà, c'est mes premières lignes de code, c'était de l'HTML et du CSS, avec un tout petit peu d'animation. Alors je me rappelle plus la techno qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui permettait de faire des effets 3D. Je crois qu'elle s'appelle Chrome Effects. C'est un Ok. truc qui est jamais sorti de bêta et qui permettait de faire tourner des primitives à l'écran, des choses comme ça, des choses très simples, mais un peu avant l'heure. Ok, Je cool. faisais ça aussi au tout début. D'accord. Et alors, du coup, pour reprendre un peu ton parcours dans l'ordre, donc tu as arrêté tes études en première, c'est ça, ou en seconde? En En première, ouais. première. Et qu'est-ce que tu fais juste après? Ah, juste après, je continue à faire ce que je faisais dans mon temps libre, sauf que je le fais à temps plein et je continue à bidouiller, à apprendre. La programmation, c'était une partie de mes centres d'intérêt à l'époque. Il y avait aussi beaucoup le logiciel libre. Je découvrais Linux à ce moment-là. Il y avait aussi tout ce qui était réseau, serveur, hardware, et donc je faisais tourner mon petit service d'hébergement à la cave, littéralement, avec un petit serveur branché à une petite connexion ADSL 512-128, pas méga, hein, kilo. Oui, oui, à l'époque, Et oui. voilà. Et j'ai énormément appris comme ça. J'ai un peu rendu service aussi, parce que le service était gratuit et donc ça permettait à quelques personnes d'héberger leur site web gratuitement. Il n'y avait pas de publicité, il n'y avait rien. Donc voilà, j'ai continué à apprendre et puis j'ai commencé des premiers petits boulots ouais, quand j'avais 20 ans, à peu près par Ok. là, qui n'étaient pas forcément liés à l'informatique d'ailleurs au début. J'ai livré des pizzas, nettoyé des voitures, D'accord. Donc ouais, voilà. tu fais tout ça et simultanément tu continues la passion, le code, Oui, l'informatique, tu montes dessus en oui. compétences. Et ça serait quoi pour toi alors la date et l'événement, le Mhm, premier projet soit que tu as réalisé qui était un peu plus mhm. d'ampleur que les autres, ou le premier CDI ou mission freelance? Euh,
En fait, j'ai commencé mon premier emploi sérieux où j'étais embauché pour conduire des voitures de luxe afin que des caméramans les prennent en vidéo et fassent des reportages vidéo là-dessus. Et moi, je devais les transporter d'un lieu à l'autre et puis je devais les conduire, mais on me voyait pas du tout. Hein. J'étais derrière les vitres teintées et puis entre deux tournages, je devais les nettoyer. Donc j'avais été embauché pour ça. Et au bout de 6 mois dans cette boîte, en discutant à la pause déj avec les collègues, j'ai parlé un petit peu plus de mes centres d'intérêt, les vrais, pas les voitures de luxe. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on m'a de plus en plus confié des tâches plutôt informatiques. Au bout d'un moment, on a arrêté les voitures. Et donc là, je me suis concentré sur créer le site internet de la société, mettre en réseau les ordinateurs parce que il se passait des CD-ROM gravés pour se passer des données. Enfin, c'était l'enfer. Et à l'époque, j'avais donc le projet dont je suis le plus fier, qui est le premier projet que j'ai fait à but professionnel, c'était un site internet sur lequel on voyait des vidéos en streaming avant la fibre en fait, avant la fibre, avant la DSL, enfin un peu avant l'an 2000, ça doit être en 99 par là. Ok. Et donc il y avait des vidéos en streaming, alors extrêmement compressées, toutes petites, mais à l'époque c'était assez révolutionnaire et donc j'avais monté le serveur de streaming Microsoft parce que à l'époque j'avais trouvé que c'était ça qui fonctionnait le mieux. J'étais pas encore complètement tombé dans le logiciel libre et voilà. Et donc c'était un peu le YouTube de la voiture de luxe. Donc c'était dans ce contexte-là, un peu avant l'heure et un peu avant que ce soit réellement utilisable parce que Mhm. pour le coup c'était assez difficile de regarder ces vidéos. Ok, c'est super. Mais et du coup, donc tu as fait le site Ouais. et à l'époque, bah, du coup, comme tu disais, c'était en avance. Au niveau de la compression, c'est toi qui as écrit l'algo de compression ou tu as pris une librairie externe? Non, non, il y avait pour compresser des vidéos, il y avait déjà des logiciels Ok. qui faisaient ça. Je saurais plus le nom. Mais par contre, ce qui était compliqué, c'était qu'il fallait compresser les vidéos en plusieurs tailles Ouais. différentes et les mettre toutes dans un serveur de streaming pour qu'ils servent la taille la plus adaptée en fonction de la connexion, etc. D'accord. Voilà. Et donc ce serveur de streaming, c'était un serveur physique que je me rappelle que j'avais dû aller positionner dans un data center à Marseille Ah, et dont je devais assurer la maintenance matérielle aussi. Ça paraît à des années-lumière de comment on fait les choses aujourd'hui, mais voilà, c'était comme ça d'accord. qu'on faisait à l'époque. Donc ça, c'était ton premier projet professionnel un peu d'ampleur. Oui, Et du coup, c'est ça voilà. aussi qui, dans ta vie pro, t'a dirigé vraiment vers le dev en tant que tel, à temps complet. Oui, en réalité, c'est par ce projet que je me suis rendu compte que je pouvais vivre de ma passion. En réalité, jusque-là, j'avais ma passion, c'était clair. Ça faisait plus d'une décennie que c'était très clair pour moi, mais je n'avais pas encore pris conscience que je pouvais en vivre. Hmm. La preuve, mes premiers boulots, je les ai même pas cherchés là-dedans, en fait. Sans doute le syndrome de l'imposteur, en fait. Je n'en étais pas conscient, mais c'est comme ça que je l'interprète a posteriori. Et donc, avec ce premier projet, et en voyant que ça rendait service, c'était utile, ça fait gagner de l'argent aux personnes qui m'employaient, je me suis dit, bah tiens, il semblerait que j'ai des compétences professionnelles, en tout cas que je peux vendre et dont certaines personnes peuvent être qui peuvent rendre service à certaines personnes. Et donc ouais, c'est effectivement de là que tout a commencé. Mais les compétences, ouais, je les avais évidemment, elles se sont améliorées avec le temps. Oui, Elles continuent à s'améliorer. Mais c'est plus dans ma tête, ça a été un déclic et je me suis dit, allez, c'est parti. Maintenant, l'informatique, ce n'est plus qu'un loisir et ça devient aussi mon boulot. ouais, ça a été ta prise de conscience à ce moment-là. Ok, Mm. et alors après, ça a été quoi la suite du parcours pour toi? Après, je me suis mis à mon compte Ok, et je l'ai toujours été. Je dois avoir en tout et pour tout 9 bulletins de salaire dans mon dans mon archive. Ça a été cette période-là et c'est tout. Après, je me suis mis à mon compte. J'habitais dans le sud de la France et j'ai commencé à faire des prestations variées, très variées, trop variées. D'ailleurs, c'est ça qui m'a posé problème au bout d'un moment. Je faisais alors de l'hébergement de sites internet pour le coup à
à but professionnel sur des vrais serveurs, pas à la cave. Mhm. Je faisais de la formation de particuliers et donc c'était le moment où Internet arrivait partout. Mhm. L'ordinateur était déjà plutôt installé, mais Internet non, et donc il y avait beaucoup de particuliers, de personnes âgées ou même pas âgées d'ailleurs, qui étaient débutantes et qui avaient besoin de formation et qui avaient besoin d'être rassurés sur leurs premiers pas sur Internet, etc. Donc je faisais de ça. Et je faisais aussi de la création de sites internet et de la maintenance informatique aussi. Je réparais des ordinateurs. Voilà. Mais c'était un petit peu tout ce que j'aimais faire et que j'ai réussi à monétiser à un moment donné. Mais c'était un peu trop varié et donc j'avais du mal à me spécialiser et à monter en compétence sur un sujet en particulier. J'étais un petit peu trop large dans Oui, ce il que y je avait du proposais. hardware, il y avait de l'hébergement, du C'est ça, software. c'est ça. Ok. Et ça, t'as fait ça pendant combien de temps, cette période un peu J'ai touche à fait tout? ça pendant 2 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et après, j'ai décidé que je me serais spécialisé plus sur la création de sites internet. Hmm. Je me suis dit, allez, il faut que je choisisse sur quoi je pars là-dessus, parce que je trouvais que le domaine était en évolution perpétuelle et qu'il y avait énormément de nouveautés en permanence. À l'époque, les sites internet les plus beaux, l'effet waouh se faisait avec des sites internet en flash. En même temps, j'étais pas méga fan de cette technologie-là parce que j'en voyais quelques limites. Et donc, je me suis plutôt spécialisé sur les standards du web. Donc, ce qu'on appelait, on n'en parle plus des standards du web, on n'en parle plus trop. Et à l'époque, c'était un vrai sujet parce qu'on faisait des sites internet pour Internet Explorer, pour Netscape, Hmm. pour telle ou telle version du navigateur. Firefox venait tout juste de sortir, et donc je suis monté à Paris, donc j'ai déménagé, j'ai créé une agence web, et pour le coup, je me suis professionnalisé vraiment dans la création de sites internet à Paris, en recrutant petit à petit une petite équipe, et ça a duré de 2007 jusqu'en 2012. Donc là, ouais, tu es rentré dans le modèle non plus freelance, mais vraiment petite Ouais, boîte avec ta propre agence. Tu avais c'est ça. fondé ça seul ou avec un associé? Alors j'ai été avec une associée initialement, c'était ma copine. Donc on s'était rencontrés. Alors pour la petite histoire, on s'est rencontrés parce que elle faisait partie des personnes pour qui j'hébergeais des sites internet gratuitement dans mon serveur à la cave. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'on est venu à se rencontrer. Mais elle habitait à Paris, moi j'habitais dans le sud. Et donc, pendant très longtemps, on s'est pas vus. Puis on est tombé amoureux. Et c'est comme ça que je suis allé à Paris. Et c'est aussi avec elle que j'ai créé l'agence web. Parce que bah, donc, elle savait créer des sites internet, puisque j'hébergeais le sien. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Mais il faut raconter toute l'histoire. On n'est pas resté ensemble très longtemps. Et ni personnellement, ni ensuite professionnellement. Ah, d'accord. Donc on a fini par se séparer à tous les niveaux et donc j'ai continué l'agence web seul. T'as continué solo. On l'a quand même lancé ensemble et je pense que a posteriori ça m'a été utile aussi. Je pense que ça m'a permis aussi de me lancer en me disant on ne compte pas que sur mes compétences. Mais voilà, voilà, il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'y connaît, qui a des compétences complémentaires et avec qui on va pouvoir lancer ça à deux. Et je pense que pour moi c'est important sur le moment, au moment du lancement. Et ensuite, bah, j'ai continué tout seul. Et donc là, tu étais donc dans la prestation bah, type agence web classique. Mm, Donc il y a eu aussi sûrement le volet, eh bien, savoir recruter, manager qui devait être nouveau mm, pour toi à l'époque. absolument. Ah, que de Euh, choses nouvelles, que de choses ouais, nouvelles. c'est ça, hein. La comptabilité, le commercial, les RH, le recrutement, tout était nouveau en fait. Et c'est ça qui est compliqué quand on se lance. Alors qu'on se lance en freelance ou que l'on crée une entreprise, c'est que en général on maîtrise bien le cœur de métier. C'est pour ça qu'on se lance. Souvent on part du cœur de métier, mais on ne se rend pas compte en réalité de tout ce dans quoi on est encore débutant. On est encore très débutant. Et heureusement qu'on ne se rend pas compte, sinon on ne le ferait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est ta vraie première expérience entrepreneuriale. Ah, Entrepreneurial, ok. oui. Oui, les autres, c'était. J'avais pas de salarié. Je considère, même si le statut de l'entreprise, Oui, t'étais même si c'est un freelance. statut d'entreprise, t'es pas freelance, le statut n'existait pas, je Oui. crois. Tu es mieux placé que moi pour le savoir. Mais Pas encore, non. non, et je sais plus quel statut d'entreprise c'était, mais moi je considère que ça change de manière assez radicale dès qu'on a des employés. Oui, 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 oui. Voilà, des collaborateurs. Ok. Et donc, tu as fait ça jusqu'en 2012. Euh, Oui. et en 2012, pourquoi tu arrêtes? Vers quoi tu vas?
J'ai pas vraiment arrêté. Alors, il s'est passé plein de choses autour des années 2012, tellement de choses que même les années se brouillent un peu dans ma tête. J'ai commencé à vouloir tester un concept d'événement que j'ai commencé que j'ai lancé en 2011 ou 2012 par là, un événement que j'ai appelé les Open du Web. Dont j'ai organisé 5 éditions, qui s'est arrêté maintenant et qui avait pour objectif de mettre en valeur les talents du numérique, du web. Donc des personnes, indépendamment de leur parcours, que ce soit des étudiants, des Mm. professionnels, des autodidactes, des débutants. Donc l'idée c'était de dire que les compétences on peut les trouver dans tous les profils. Et donc j'avais identifié 5 ou 6 métiers. Donc évidemment développeurs, mais aussi administrateur système, SEO, graphiste, j'en oublie quelques-uns, community manager, bon, des métiers qui ne s'appellent plus forcément comme ça ou dont le périmètre a évolué entre temps, mais voilà, 5-6 métiers qui étaient un peu représentatifs des métiers phares du numérique. Et du web, mais pas seulement du web, et donc le temps d'une soirée, donc c'est un concours qui durait une soirée, il y avait des différentes épreuves et chronométrées, donc il y avait un peu d'adrénaline qui circulait dans la salle, et donc voilà, il y avait des centaines de personnes qui travaillaient sur des challenges, sur des challenges pour démontrer leurs compétences. Et à la fin, il y avait un classement, il y avait des gagnants, il y avait des lots, il y avait des entreprises qui venaient sur place et qui recrutaient des personnes, les gagnants, mais pas seulement, ou qui se faisaient connaître. Donc c'était ça le modèle économique, c'était les entreprises qui payaient pour être présentes et pour recruter des personnes qui venaient là pour démontrer leurs compétences. C'était pas vraiment un hackathon parce que c'était pas la réalisation d'un projet, c'était des épreuves Mm. qui étaient imposées, qui s'imposaient de la même manière à tous, sur lesquelles les entreprises avaient elles-mêmes travaillé d'ailleurs, et donc ça leur permettait de mettre en avant un peu leur environnement, leur techno, des choses qui leur sont propres. Et voilà. L'activité d'agence web, elle a un petit à petit laissé le pas à cette activité de événementielle autour de cet D'accord. événement. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de me consacrer pleinement à ça et puis ensuite à la formation. C'est là qu'il y a eu Le shift, le la shift. suite sur la formation, dont je suis sûr que tu allais me faire parler. Et donc au moment où je switchais entre l'activité d'agence web et puis l'événementiel et la formation, j'ai vendu mon agence web à une plus grosse agence web qui n'existe plus aujourd'hui, qui a repris les clients et pour laquelle j'ai travaillé 1 an et demi, La de faire bien transition. la passation des dossiers, des clients, voilà. Ok, donc là, c'est à l'époque où il y a cet événement qui est beaucoup axé concours de programmation, Mm, mm, et en même temps, tu dis la formation arrive. Alors, quel est le pont, le moment charnière où ouais. tu te diriges vers ça? Eh bien, je dois reconnaître que l'idée n'est pas de moi au départ, c'est-à-dire que j'avais un client de mon agence web, donc je réalisais son site internet et à un moment donné, il a voulu lui-même changer de carrière complètement. Il travaillait dans les taxis et puis il s'est dit j'ai envie de lancer une école. Mais dans quoi? Il savait pas dans quoi. Mais il savait qu'il voulait faire de la formation. Et puis, et je me rappelle très bien, il m'a invité prendre un verre un après-midi parce que il s'est dit, peut-être que Dario a des idées et peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. C'était très ouvert. Et donc il m'a dit, j'ai envie de lancer une école, une formation. Est-ce que ça aurait du sens de lancer une formation dans le numérique, dans la programmation? Il m'a posé des questions assez ciblées comme ça. Et moi, je lui ai dit, bah oui. Évidemment, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc lui était pas du tout un professionnel du numérique, de la programmation, mais il avait déjà créé une école dans le domaine du taxi. Ok. Et donc il avait une longueur d'avance par rapport à moi sur la formation, mais il avait aussi beaucoup de choses. On apprenait tous les deux énormément aussi dans le domaine de la formation. Et moi, j'étais pas du tout un pro de la formation, et donc j'ai tout appris. Par contre, j'avais des idées assez arrêtées sur la manière dont on pouvait former des développeurs dans un temps court. Et donc, le positionnement était la formation en 3 mois. Donc, Et ça, ça c'était paraît à quelle date? 2012, 2012, 2013, tout Le, s'est passé en même le temps. grand moment où les bootcamps explosent, justement, commencent à arriver. Absolument.
Commence à arriver. En fait, je pense qu'on a fait partie des tout premiers bootcamps en France. À l'époque, ils existaient déjà aux États-Unis, mais en France, il n'y avait pas Simplon, il n'y avait pas 42. Simplon, je pense que c'est créé dans la foulée, peut-être 6 mois plus tard, mais ils travaillaient dessus au même moment. On se connaissait pas, et donc personne n'a copié sur l'autre. En fait, on s'est lancé en même temps avec Simplon. Et puis Simplon a grandi très très vite et nous a très vite distancés. Ce projet-là, moi finalement je l'ai pas suivi très longtemps, je l'ai lancé, mais au bout d'un an et demi, je l'ai quitté. Ouais, parce que juste Euh, pour ouais, les gens qui regardent la vidéo, du coup, là, ce projet d'école, c'est pas encore au clock. non, c'est pas au C'est clock. une autre école, hein. C'est une autre école Ok. bon, que je peux citer. De toute façon, tout ce que je dis est sur mon profil LinkedIn, donc c'est un secret de polichinelle. C'est la 3W Academy, Ok. qui existe encore aujourd'hui, mais qui a changé beaucoup de positionnement, de direction, etc. Oui, Donc ça, il y a c'était il beaucoup. y a 12 ans maintenant. Ouais, c'était il y a très longtemps. Et donc, mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans le domaine de la formation. Mais du coup, oui, c'est aussi là où tu as pu voir un peu le monde réglementaire de la formation en France et Que j'ai aussi, que j'ai commencé, que j'ai ouais, que commencé tu as à voir le commencé. monde réglementaire, parce qu'en Ouais, réalité, on n'en c'est finit bien plus jamais, sans hein. fond. Je le découvre toujours. Et aussi où tu as pu tester peut-être tes premières idées pédagogiques. Oui, Parce que absolument. à ce moment-là, pour toi, c'est quoi les grandes différences que doit avoir u- une formation courte par rapport à un modèle plus académique? Sur quoi tu misais pour te différencier pour une bonne pédagogie? Alors, déjà, je dois dire que le coût de la formation en 3 mois, je l'ai vite regretté, en fait. J'ai vite remarqué que c'était trop court. Mais malgré tout, j'ai quand même essayé de le faire fonctionner pendant un temps. Et pendant ce temps, je savais que c'était court, je ne pensais pas que c'était trop court. Et je me disais que pour que ça fonctionne, il fallait que l'on soit extrêmement focus sur des langages et des technologies qui étaient absolument indispensables au métier et rien de périphérique. Hmm. Et ce que je constatais dans les écoles qui pouvaient des formations plus longues, qui pouvaient préparer au même métier, c'était que les matières étaient, il y avait plein de matières en fait, c'était large. Alors que finalement, moi je voyais bien par l'agence web ce que je demandais à mes développeurs, je leur demandais pas, par exemple, de savoir concevoir des maquettes graphiques. Hmm. Alors que à l'époque, dans des formations de web, il y avait tout, de la programmation, du design, de l'ergonomie, enfin il y avait tout en fait, il y avait plein de choses et je trouvais que c'était bien pour s'initier, découvrir plein de domaines, mais dans un but de professionnalisation, c'était plutôt une dispersion. Et donc moi j'avais le parti pris de la spécialisation et de spécialiser les personnes qui voulaient se former à ce métier-là. Et je pensais que ça serait possible en 3 mois. Et ce que j'ai découvert assez rapidement, c'est que c'était possible, mais uniquement pour certains profils assez Hmm. rares, qui soit avaient déjà des compétences, soit avaient une facilité extraordinaire à apprendre, mais donc c'était pas généralisable, euh, mais que malheureusement pour la plus grande partie des personnes c'était trop court en fait. Et à ce moment-là, donc tu confonds cette école. Est-ce que tu es aussi formateur dans les salles de classe? Et non, malheureusement, D'accord. je l'ai très peu fait. En fait, j'ai été très peu formateur et ça, c'est un petit regret que j'ai par rapport à toute cette période. Voilà, je recrutais les formateurs, je faisais le programme pédagogique, je savais tout ce qui se passait, mais j'ai assez peu pratiqué le métier de formateur moi-même. Bah, c'est normal, t'étais pas dans le même. C'est comme un CTO va beaucoup moins coder que. Ouais, mais on était tout petits à l'époque, donc C'est et vrai. franchement, franchement, ça a été un choix. Ça aurait pu se passer autrement. Je pense que j'ai été formateur. Alors, j'ai dû être formateur sur certains cours pour lesquels on avait peu de volumétrie pour faire intervenir des formateurs. Par exemple, je tenais à ce qu'il y ait des cours au moins d'initiation à Linux, à la ligne de commande, etc. Parce que je trouvais que ça devait faire partie des compétences d'un développeur. Bon, c'est discutable. Peut-être que ça l'était un peu plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais bon, bref. En tout cas, je pensais que je pensais que c'était important. Et ensuite, j'ai remplacé des formateurs absents, mais Hmm, vraiment de manière très très ponctuelle, tu vois. d'accord. Et du coup, tu y restes pendant un an et demi à peu près, tu m'as dit, Oui, à peu à peu près, près. de mémoire. Et du coup, pourquoi tu pars? Et quand tu pars, tu vas te diriger vers quoi? En fait,
En fait, l'histoire est un peu compliquée, mais je vais la résumer rapidement. Moi, je trouvais qu'il nous manquait certaines compétences ou certains contacts dans ce projet, et j'ai identifié ce qui nous manquait dans une personne que j'aurais voulu associer à ce projet. Et mon associé n'a pas voulu. Mm. Et donc, en fait, je suis parti pour recréer une école avec donc cette personne que je n'ai pas réussi à intégrer au projet. D'accord. Donc, quand tu pars, là, tu as déjà l'idée de faire une école. Oui, Et, oui, et clairement. En fait, avec quelle différence? Justement. alors mon objectif c'était de rallonger la durée de la formation, principalement, parce que je m'étais rendu compte que c'était trop court, et aussi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment prendre au sérieux, à vraiment investir le sujet de l'impact, le sujet de l'impact social. Je dois être honnête, c'était pas dans mes priorités quand j'ai lancé la toute première école. Mais voilà, en voyant les profils que nous attirions, je me suis dit, dis donc, c'est très divers comme profil. Je m'attendais à avoir des personnes qui, un peu comme moi, arrivaient en autodidacte, qui n'avaient pas fait de longues études, etc. Mais j'ai découvert aussi des personnes qui étaient plus en souffrance que ce que je m'attendais à voir. Des personnes pour qui cette formation-là était un peu le dernier rempart. C'est jamais le dernier rempart, hein, mais voilà, qui le considéraient en tout cas comme ça, Oui, dans qui le se reste, disaient, ouais. voilà, qui se disait, voilà, je suis au chômage, mes droits s'arrêtent dans 5-6 mois, et si j'ai pas des nouvelles compétences d'ici là, le boulot que je faisais avant, je veux plus le refaire, ou je ne peux plus, ou j'ai un souci de santé, ou que sais-je. Et donc, il mettait énormément d'espoir dans cette formation, et donc j'ai pris conscience de manière un peu empirique de la responsabilité qui pesait un peu sur mes épaules, et donc la V2, un peu comme ça je l'appelle dans ma tête, la V2 de ce premier projet, ça devait être une formation qui prenne davantage en compte cet aspect social, cet aspect impact, et qui mette davantage de moyens dans l'accompagnement et dans la qualité pédagogique, notamment en allongeant la durée de la formation, mais pas seulement. Et voilà, c'était ça un petit peu la vision que j'avais pour la V2, quoi. Et là, donc tu pars, tu as dit que tu avais déjà un nouvel associé en tête. Vous êtes combien à travailler sur le projet au tout début de la V2? Beaucoup trop nombreux. Vous êtes On était nombreux? beaucoup Ah trop oui, nombreux. On est beaucoup trop nombreux parce que lui a ensuite ramené ses copains, etc. Bon, en mode ça start-up. c'était ça c'est un autre problème. Ouais, ouais. Mais en associé. Or, vous étiez nombreux même en tant qu'associé? Je sais pas, on devait être 5 ou 6 quoi, Ah quelque oui, chose oui, comme il y ça. avait du monde. Ok, d'accord. Ouais, trop Ok, nombreux. ok. Ok, ok. Et alors, du coup, comment ça se passe? Parce que ça doit coûter quand même un certain capital de créer. Alors, vous n'avez pas de locaux dans votre idée? Si, Dans ton idée, ah c'est si. déjà. Ah, c'est Ah pas non encore non au non non clock, non. là. Non, c'est pas au clock. Donc là, tu as C'est pas au rallongé clock. la durée, mais tu es en présentiel. Je suis toujours en présentiel. C'est la D'accord. WebForce 3. C'est la WebForce 3. Ah oui, oui, ok, ok, effectivement. Donc là, en présentiel, c'est un peu plus long. Est-ce qu'il y a d'autres changements pédagogiques que tu as fait? Non. Oh Pas non, encore, hein? parce que tout s'est fait tellement rapidement Ouais. que, en réalité, ça a été avant tout un copycat avec quelques améliorations. Et ma première frustration a été de ne pas réussir à convaincre mes nouveaux associés, de rallonger significativement la formation. Donc de 3 mois, c'est passé à 3 mois et demi. Ah oui, oui, d'accord. Une update. Voilà. Ok. Ouais, un peu mieux. Donc dans les 2 semaines qu'on a ajouté, j'ai introduit la notion de projet. Bon, rien de vraiment novateur, ça se Ok. faisait déjà, mais le projet devait permettre aux apprenants de se spécialiser dans une techno de manière un peu à la carte, un peu au choix. Mais en réalité, c'était trop court pour que ça fonctionne vraiment. Mais je me pose cette question. Là, quand tu crées cette nouvelle école, Mm, mm. euh, vu que tu m'as dit que tu n'as pas beaucoup formé toi-même, que vous étiez 5-6, mais pas des formateurs à temps plein. Non. Aucun Voilà, formateur, c'est ça. absolument. Du coup, comment ça se passe le moment où bah, il va du coup falloir payer les formateurs bien avant que la formation soit terminée et que les fonds, même publics éventuellement, soient arrivés? Il y a un gap. Comment vous avez géré ça? Vous avez levé des fonds? Vous avez bootstrappé? La trésorerie était en permanence tendue. Ouais. Les formateurs n'étaient pas payés bien avant. Hmm.
Non, c'était non non les formateurs n'étaient pas spécialement bien payés malheureusement et le démarrage a été un peu chaotique. On a eu quelques financements publics Ok. au départ pour amorcer la machine. C'était pour le contexte et pour les personnes qui nous regardent, c'était un petit peu les années folles des écoles de code. Donc il y avait beaucoup de financement. Enfin ça commençait, ça s'est accentué dans les années suivantes. La grande école du numérique, c'était à ce moment-là. Voilà. Et donc c'est un peu ça qui a permis d'amorcer la machine. C'est là, c'est vrai que tu as raison de le préciser. À cette époque-là, le nombre d'écoles explose, le Ouais, nombre de gens qui veulent rentrer dans ces écoles aussi, et les pouvoirs oui. publics commencent à se dire qu'il faut des labels, mettre en avant, dynamiser ça. Ah, mais les pouvoirs publics, mais même les personnalités politiques se saisissent du sujet avec une force incroyable. Il n'y avait pas un discours d'un candidat à la présidentielle à ce moment-là, que ce soit Hollande ou un peu plus tard Macron, qui ne mettait pas, qui ne parlait pas des développeurs. Il parlait des développeurs dans leur discours de candidats. Je parle de ceux qui ont été élus, mais même de ceux qui n'ont pas été élus. Tout le monde le faisait. Oui, c'était vraiment Euh, ouais. prégnant. Ouais, ouais, absolument. Les développeurs étaient, d'ailleurs, on les appelait les codeurs. Et j'ai jamais apprécié cette appellation-là. Il y avait le terme, on va dire politico-institutionnel, c'était les codeurs, et puis le terme professionnel, c'était les développeurs. Mais peu importe comment on les appelait, c'était les rois du monde, en fait. Oui, Et ils sont vraiment devenus connus du grand public. Les médias s'en emparaient. Il suffisait de simplement évoquer le fait qu'on lançait une école de code pour avoir plusieurs journalistes qui venaient s'y intéresser. et du coup, on va en parler au niveau de O'Clock, mais du coup, à ce moment-là, la difficulté, c'est pas tellement du coup d'avoir des élèves, des apprenants. Euh, Effectivement. Est-ce que c'est d'avoir des formateurs, d'avoir les certifications? C'est quoi le principal obstacle à ce moment de lever les fonds? C'est quoi Alors, trouver des formateurs, absolument. Ça a toujours été un gros frein au développement de toutes les écoles Mm. dans lesquelles j'ai travaillé. Trouver des formateurs, sous-entendu de bonne qualité, Oui. évidemment. Voilà. Non, mais je le précise parce que on a quand même une exigence qui est assez élevée en termes de compétences. Et moi, euh, je me suis assez souvent fâché avec des personnes qui prétendaient qu'on pouvait prendre des apprenants sortis d'école pour former d'autres apprenants en formation. Voilà. Je sais que ça se fait et je sais qu'il y a des personnes qui sont excellentes. Et pourquoi pas, si exceptionnellement il y a des profils qui sortent vraiment du lot, etc. Mais dans la plupart des cas, ça fonctionne pas. Ils n'ont pas l'expérience. Enfin, ils peuvent avoir les compétences, mais ils n'ont pas l'expérience en fait qui va avec. Il y Et a, donc ça m'a toujours posé un problème. Et donc je l'ai jamais fait. Je me suis toujours battu pour ne pas le faire. Et donc il ne reste qui? Il ne reste que des développeurs expérimentés. Donc moi j'attendais à ce qu'ils aient au moins 7-8 ans d'expérience, mais idéalement même plus, qui est la fibre pédagogique et qui ait envie en fait de faire ça. Et souvent, enfin, le stéréotype du développeur, c'est pas forcément quelqu'un qui Hmm. est pédagogue ou qui a envie de passer du temps à expliquer des choses toutes simples. Le développeur, c'est plutôt, enfin, dans mon expérience, le stéréotype du développeur, c'est plutôt quelqu'un qui connaît ses sujets sur le bout des doigts, qui est super fier de montrer des trucs super géniaux qu'il sait faire, mais qui n'a pas envie, en fait, de s'attarder sur des détails, sur des petites choses, etc. Elles sont rares, ces personnes-là. C'est vrai, parce qu'il y a une double difficulté, c'est il faut des profils bons techniquement et en Mm, plus des profils qui ont la fibre pédagogique. Et absolument, même dans ceux qui ont absolument. la fibre pédagogique, en plus en format bootcamp, il faut des gens qui ont l'habitude de ne pas, enfin, ils savent s'adapter à un autre contexte que Oui, l'université ou l'école d'ingénieur avec les cours magistraux. Donc il y a quand même une absolument. triple Absolument. exigence. Hein, c'est une niche d'une niche d'une C'est niche. Ouais. ça. Ok, donc Donc ça a c'était. toujours été très rare. Donc ça c'est un invariant, mais ce qui était aussi compliqué à l'époque, c'était aussi le modèle économique. Le modèle économique était bancal parce Mhm. que on ouvrait des centres de formation physique, donc voilà, dans des endroits un peu reculés parfois, parce qu'il y avait une volonté politique de nous accompagner dans l'ouverture d'un centre, etc.
Bon, donc l'accès aux locaux finalement était assez facile parce qu'il y avait une volonté politique assez forte, mais derrière les modèles économiques dépendaient beaucoup des subventions et qui étaient tout juste suffisantes à amorcer la machine, mais c'était pas censé être. Les subventions n'ont jamais eu pour vocation de faire fonctionner une école en permettant de réinvestir, en pouvant se projeter dans la durée, etc. Enfin, je veux dire, pour ça, il y a des marchés publics, il y a d'autres modèles économiques qui fonctionnent, etc. Et donc, c'était beaucoup la subvention. Et donc, les modèles économiques étaient fragiles. Et donc, ça, c'était quelque chose qui a pas mal marqué la V2. Et là, dans cette V2, tu restes combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc là, là maintenant, tu as une bonne expérience de comment marchent les écoles de code, les problématiques, tu les as relevées. Et quel est l'élément clé qui te fait dire j'ai envie d'autre chose? Est-ce que c'est déjà dans ta tête une autre école ou un autre projet? C'est quoi le... En fait, au départ, j'ai essayé d'impulser la V3 en interne. En fait, Ouais, donc évidemment, la grosse différence entre la V1 et la V2 et O'Clock, euh, personnellement, je les appelle les brouillons avant la belle copie, quoi. Je c'était la grosse différence, c'est le téléprésentiel, donc c'est la formation à distance. ok. Parce que O'Clock a commencé avec cette idée que tous les cours allaient être 100% à distance. Et, cette évidemment, cette innovation, j'ai d'abord essayé de la porter en interne dans la WebForce 3 et ça n'a pas du tout été bien accueilli par mes associés qui avaient une vision voilà très présentielle de la formation et donc j'ai composé, j'ai fait avec, j'étais un peu frustré et donc c'est cette frustration qui emmène à vouloir créer autre chose. Je pense que pour se lancer, il faut un cocktail de plein de choses. Il faut de la frustration. Il faut une idée, il faut être un peu tête brûlée et ne pas trop ne pas trop se poser de questions. Il faut soit avoir une très grande confiance en soi pour se dire c'est bon, je vais y aller, je vais réussir, etc. Euh, Soit aussi s'entourer de personnes qui viennent compléter un peu Hmm. ce panel de compétences. Et ça a été mon cas. Je ne sais pas si je me serais lancé dans O'Clock tout seul à l'époque. En tout cas, je sais que j'étais voilà très fier des associés de qui je m'étais entouré, et je sais que le succès de O'Clock a été vraiment une réussite collective. Et voilà, O'Clock n'aurait absolument pas été le même projet si je l'avais lancé tout seul, c'est clair. Alors, à quel moment tu as l'idée de clock, par exemple le téléprésentiel? Ah oui, non, Ouais. téléprésentiel, tu l'avais en interne déjà, tu as pas réussi à l'imposer. Ouais. Mais à quel Alors, j'ai eu un moment... déclic. Il y a vraiment eu un déclic. C'était, je me rappelle très bien, c'était au mois d'août 2015. J'ai vraiment eu un flash. Je sais pas comment. C'est un peu comme, tu sais, dans Retour vers le futur, je sais plus quelle édition, quand le docteur Brown, il raconte à Marty qu'il a eu la vision du flux temporel, j'ai oublié comment il s'appelle ce truc, qui Ah, fait le fonctionner vortex, la non? machine. Non, c'est pas le vortex. Oui, non, c'est pas le Ça a un vortex, nom. bon, bref, c'est un nom, voilà. Et il lui raconte qu'il a tapé la tête et puis il a eu cette vision et il a un petit pansement là. Et en fait, je me vois un peu comme ça à un moment donné. Moi, j'ai pas tapé la tête, mais j'ai vraiment eu une vision d'un truc assez précis finalement, mais qui a vraiment fonctionné dans Clock, qu'on a vraiment mis en œuvre et que j'appelais le téléporteur. Et donc qui était alors à l'époque ça prenait la forme d'une clé USB bootable qui contenait un système Linux modifié et que nous envoyions à tous les apprenants pour qu'ils aient un environnement dans lequel suivre la formation. Voilà. Et en fait ça a été pour moi un déclic, ce truc ça a été un déclic pour me dire en fait c'est la brique qui me manquait pour me dire que je suis persuadé que la formation 100% à distance peut fonctionner. Parce qu'en fait, avec ce téléporteur, j'avais dans l'idée que ça permettrait au formateur d'être au plus près de chaque apprenant, de voir ce qui se passe dans son écran avec la même facilité qu'il aurait à regarder sur son écran dans une salle en marchant entre les rangs, en Hmm. regardant sur les écrans de tout le monde. Voilà, j'avais un petit peu ça en tête, que ça permettrait de prendre la main sur l'ordinateur sans faire un partage d'écran, sans demander des autorisations, etc. Que ce soit extrêmement fluide. Et d'autres choses quoi. Donc le téléporteur était un petit peu pour moi une sorte d'innovation technique qui justifiait le fait de lancer un tout nouveau format, de lancer un tout nouveau projet. Et dans ma tête, ça partait de là.
Et le téléporteur, quand tu branches la clé USB, c'est une machine virtuelle? C'est Non, quoi? c'était pas au début, c'était pas une machine virtuelle. Ok, Au début, c'était vraiment une distribution Linux live ok, qui était décompressée à la volée. Donc, tu branches la clé USB, tu appuies sur la touche de ton ordinateur qui permet de booter sur une clé USB. Il faut la trouver, la touche, c'est pas évident. Des fois, c'est échappe, des fois, c'est F12, F11, etc. On avait même fait un manuel pour expliquer aux personnes comment booter la clé, parce que un manuel papier, parce que pour le coup, ils pouvaient ne pas avoir l'ordinateur et à ce oui, à moment-là. l'époque, à ce moment-là, oui. Et donc ensuite, tu te retrouves dans un Linux qui a été préconfiguré à la base par nous et qui contient des logiciels pensés pour la formation. Ok, Il y a déjà l'éditeur de code, il y a déjà le navigateur avec les favoris pour aller se connecter à la classe virtuelle. Il y a déjà des logiciels qui permettent aux formateurs de se connecter, de voir, de faire de la prise de contrôle à distance, etc. Tout est déjà en place, tout est déjà préconfiguré. En principe, tu branches ça 5 minutes avant le début de la formation, tu arrives, tu rentres et tout fonctionne. Bon, dans les faits, c'était pas du tout aussi fluide. mais dans Il y avait l'idée, plein de c'était ça. problèmes, mais dans l'idée, c'était ça. Voilà. Ok, donc là, tu as le téléporteur, du coup, ça concrétise ton, ton innovation de vouloir le faire en téléprésentiel. Parce que Mm. aussi, une des différences de O'Clock, quand on dit téléprésentiel, peut-être que pas tout le monde voit, ce n'est pas asynchrone, hein. Je sais pas si tu peux un peu expliquer ça. Exactement. Oui, oui, je veux bien l'expliquer parce que c'est fou encore, mais on fait encore beaucoup la confusion. Mm. Alors que finalement le format, même si d'ailleurs le mot téléprésentiel, c'est O'Clock qui l'a apporté, qui l'a inventé. Si tu regardes les occurrences dans Wikipédia et que tu filtres par année, la première fois où il a été utilisé, c'était en 2016 quand on a sorti le premier site internet, et il n'y a pas d'occurrence avant cette date-là. Maintenant, il est répandu. Tout le monde l'aime pas, mais il est quand même beaucoup utilisé, ne serait-ce que à but de référencement naturel. Il y a plein d'écoles qui l'utilisent. Et donc le téléprésentiel, c'était vraiment cette idée que la formation se déroulait certes à distance, donc télé. Donc, il n'y a rien à voir avec le fait de passer son temps à regarder la télé. Il y en a qui nous ont fait la blague. La formation, elle s'appelle téléprésentiel parce que les gens ils sont à distance et en fait ils regardent la télé, c'est ça? Non, c'est pas ça. Donc télé pour à distance et présentiel parce que on veut reproduire les interactions qui ont lieu en présentiel. Et donc cette connexion permanente en fait avec le formateur et les autres apprenants. Donc il y a une entité non pas d'espace mais de temps et de cyberespace si on veut dire pendant lequel les personnes sont concentrées 100% sur leur formation, même si elles ne rencontrent jamais le formateur ou jamais les apprenants, ce qui était le cas la plupart du temps. D'accord. Et du coup, il y a tous ces outils, ces idées. Donc, pour faire la petite transition, ça doit demander quand même un certain temps de développement. Oui. Et en plus, mon associé Frédéric Le Signol, que tu connais, m'a raconté un peu. Est-ce que tu peux me Ouais. raconter les débuts d'Oclock? Comment vous avez lancé le truc du côté coulisses, en fait? Ouais, ça a pris un temps assez dingue. L'idée date de août 2015 et la première formation date de janvier 2017. Donc voilà. Et dedans, il s'est passé plein de choses. Donc après août 2015, mon premier réflexe a été de passer des coups de fil à des personnes à qui j'avais Mhm. envie de proposer d'intégrer le projet en tant qu'associé. Et donc, on va dire que entre août 2015 et décembre, janvier 2016, ça a été vraiment la constitution de l'équipe, du démarrage, la recherche du nom aussi, ça a pris un temps dingue. Bon, on n'a pas fait ça à temps plein, mais ça s'est étalé sur plusieurs mois. Et le fait de se mettre d'accord sur une stratégie de lancement, de communication, un peu tout ça s'est défini au début. Donc c'était très très mouvant. Il n'y avait pas beaucoup de certitude à l'époque. Je me rappelle qu'au début, dans ces tout premiers mois, on ne savait même pas si on allait développer nous-mêmes les logiciels pédagogiques qu'on Mhm. allait utiliser, ou si on allait utiliser des logiciels existants, etc. Donc voilà, on se cherchait beaucoup. Et ensuite, on va dire début 2016, là, ça y est, on avait le groupe d'associés définitif qui a d'ailleurs bougé un petit peu. J'ai proposé à des personnes qui ont testé un peu et puis qui sont partis. Enfin voilà, et au final, on s'est retrouvé à 4 associés. Euh, et donc, on va dire de janvier 2016 jusqu'en juillet 2016, ça a été la préparation du site internet. Alors, ça paraît long pour la préparation, pour le développement d'un site internet, mais en fait, c'est qu'en même temps, on était en train d'élaborer
ce qu'on disait sur ce site internet, la durée du programme, le contenu, le coût de la formation, enfin plein de choses quoi. Et on avait pris entre-temps aussi la décision de développer nous-mêmes le logiciel de classe virtuelle notamment, et donc on était aussi dans le développement de cet outil-là qui était voilà, c'est typiquement le genre. Je le regrette pas parce que je pense que ça nous a permis de nous démarquer de plein de manières différentes, etc. Donc et ça a fonctionné globalement, mais c'était un challenge quand même de se développer ce logiciel-là avant de démarrer Ouais. avec le peu de moyens que nous avions. C'était une de mes questions, parce que le logiciel dont tu parles, c'est Cockpit, je crois, la salle de classe virtuelle. Absolument, Ouais, c'est c'est ça. c'est ça. Il était appelé en interne Cockpit. Il était que à usage interne et voilà. Au départ, il avait même pas de nom, mais Ah, c'est l'URL en fait qui a donné son nom en fait. ah, d'accord, parce que moi, quand j'étais élève, parce que j'ai fait Ouais, O'Clock, quand j'étais chez ouais. Vortex, on l'appelait Cockpit parmi les Oui, élèves, mais voilà, mais mais pas on s'était officiellement. même, Hmm. ouais, c'était un nom officieux, mais qui finalement est resté quoi. Mais du coup, le but, c'était pas du tout d'en faire une marque blanche pour éventuellement le passer à d'autres, c'était vraiment On, un usage interne. Au début, on en avait vaguement l'idée, mais c'était pas, voilà, on n'a rien fait au début pour rendre ça possible, donc c'était vraiment juste ce Ok, qui permettait à O'Clock d'assurer ses cours quoi, au départ. ok, Après, c'est venu, mais successivement. d'accord. Donc là, vous vous lancez, et c'est quand la première date officielle, la première session O'Clock? C'était le 9 janvier 2017. Je Ah, me tu t'en rappelle comme si souviens, c'était hier. hein. Ouais, 9 janvier ouais. 2017. Et donc là, les classes, il y avait combien de personnes à l'époque dedans dans une promo? Alors on limitait, enfin on a ouvert une promo avec 20 places, Ok, ouais, donc ok. une session avec 20 places, et on se disait à partir de 10, on la confirme et on lance, et si jamais on arrive à 12, on est super content, on est l'héros du monde. Et en fait, elle s'est remplie à 20. Et ça, c'est une question parce que au moment où tu lances les deux premières écoles, donc c'est le tout début et il y a beaucoup de demandes. Mais il n'y a pas encore Oui, beaucoup d'écoles. Mais au moment où O'Clock oui, arrive, c'est quand même, ouais, il y a beaucoup plus de concurrents. oui, oui. Comment vous avez fait pour avoir vos premiers élèves en fait? Est-ce que c'était les médias? Est-ce que c'était la communication Bah, virale? c'est ça, c'est la com en fait. C'est la com et donc c'est mon associé Anthony qui était à la manœuvre là-dessus et voilà, qui a eu des idées de génie pour faire connaître le truc au début sans publicité, sans rien, avec Ok. des bouts de ficelle, mais qui ont très bien fonctionné. Est-ce que c'est toujours en ligne d'ailleurs le chat Tu te rappelles du chat? Tu l'avais vu ou pas? Le chat? Ah, ça me dit rien. Le chat, tu mettras l'adresse. Attends, je regarde si ça fonctionne toujours ou pas. Ah non, Ouais, ça fonctionne moi. plus. Ah bah voilà, il faut aller sur la time machine. En fait, on avait mis en ligne un site internet éphémère, Ouais, à but un peu événementiel, qui était un chat, mais enfin tu voyais les messages comme si c'était une fenêtre d'un chat. Mais d'accord. tu pouvais pas chatter, tu voyais les messages qui s'affichaient eux-mêmes. Ok. Et en fait, c'était un chat entre des personnalités politiques de l'époque. Ah, je vois pas Et du donc ça commençait avec Nicolas Sarkozy qui écrivait à je ne sais plus qui, à je sais plus, peut-être à Emmanuel Macron. Ah non, 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 pardon, c'était Nicolas Sarkozy qui écrivait à François Hollande Oui, à l'époque, je et pense que c'est plus ouais, ça. et qui se parlait. Non, mais après Emmanuel Macron est arrivé, mais en tant que ministre. Et donc en fait, le principe du chat, c'était que Nicolas Sarkozy qui avait démarré son chat ou François Hollande d'ailleurs, je sais plus, il avait mal configuré et en fait son chat était ouvert. Et donc il y avait des gens qui s'incrustaient dans son chat et qui voyaient ce qu'il écrivait et qui rebondissaient. Et donc voilà, et donc le sujet de discussion c'était la formation des demandeurs d'emploi parce que c'était François Hollande qui avait initié le chat, je me rappelle, et qui expliquait voilà que c'est important de former des demandeurs d'emploi au numérique, etc. Et après, O'Clock s'incruste. Et donc au clock, on arrive et puis donc il y a toutes les personnalités politiques de l'époque et puis on leur explique que nous on est en train de lancer au clock, etc. Et D'accord, donc ouais, c'était assez marrant. parce que effectivement, au clock, une des choses qui les différencie des autres écoles, c'est aussi le ton un peu décalé, plus proche des gens, qui doit Alors c'est comme aider. ça qu'on alors c'est comme ça qu'on s'est fait connaître parce que je pense que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Euh, C'était l'environnement était très policé, Hmm, était très institutionnel. Les organismes de formation étaient presque des extensions des pouvoirs publics en quelque sorte, quoi. Voilà, c'était très très sage. Et donc nous, on s'est fait connaître en étant vraiment pas sage.
Et puis la communication et le positionnement a évolué avec le temps. C'est pas, on est resté assez longtemps sur ce positionnement-là, et puis petit à petit, on s'est aperçu en fait qu'on effrayait aussi des personnes, ou qu'on utilisait parfois des codes qui étaient peut-être ceux d'une génération, et ça parlait très très bien à ces personnes-là. Et puis on a eu envie d'être plus inclusif et de pas parler toujours aux mêmes personnes, etc. Et donc on a mis un peu d'eau dans notre vin par rapport à cette communication-là, petit à petit, pour pas marquer une rupture trop franche, trop nette, parce c'était toujours nous en fait. Mais voilà, petit à petit, ça a été moins c'est moins la marque de fabrique de O'Clock aujourd'hui que À ça l'époque. l'était il y a 8 ans. Voilà. Et tout ça, ça a été le fruit d'une réflexion, de beaucoup de réflexions en interne, de tentatives, etc. On a fait quelques bad buzz aussi. Des fois, ça nous a des fois, voilà, on continuait sur notre ton très impertinent, et puis on se récupérait un bad buzz, on se disait peut-être qu'on a été trop loin, puis on va changer un peu de chemin, quoi. Oui, on apprend Ouais. en marchant. Oui, d'accord. Et alors, pour revenir à ta première session, donc vous avez lancé la session. Du coup, comme toute première fois, il doit y avoir plein d'imprévus, non? Ou ça s'est passé Et, comme sur des roulettes? étonnamment, ça a très très bien commencé. C'est vrai? Étonnamment, Ah, ouais, étonnamment. Mais en fait, je me rappelle qu'on était en train. Je pense que le dernier commit sur le cockpit, sur le logiciel de classe virtuelle, il datait de 5 heures du matin, avant le démarrage du cours à 9 heures. Voilà. oui. Et et je me rappelle que je me rappelle que Lucie, donc une des associées, elle pour la blague, mais aussi parce qu'elle était KO, elle a fait son premier cours en pyjama. Eh oui, eh oui. Donc ça a marqué un peu les esprits, ça continuait à jouer sur le côté très anticonformiste, etc. quoi. Mais réellement, on a très 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 peu dormi la veille. Mais par contre, à 9 heures précises, quand le cours devait commencer, tout fonctionnait en fait. Il n'y avait pas de bug, Ok. il n'y avait pas de problème. Tous les étudiants étaient connectés, les apprenants, et le cours a commencé. Et ça s'est passé sans encombre, au moins pendant 2-3 heures. Ensuite, les problèmes ont commencé parce que ça tenait par des bouts de ficelle. Mais je suis très reconnaissant à l'entité dans l'univers qui a permis que ces premières heures se passent bien, parce que ça nous a montré que c'était possible, et ça nous a montré Oui. tout de suite ce que ça pouvait donner quand ça se passait bien. Donc après, quand on a eu des problèmes à répétition, des bugs dans tous les sens, côté serveur, côté apprenant, côté formateur, etc., on était d'autant plus motivé à les corriger, parce qu'on s'est dit mince, ça ne tient qu'à ça, et ensuite on sait que ça marche, quoi. On sait qu'on peut retrouver, on peut créer cette expérience pédagogique qu'on avait en tête et que l'on projetait en fait pendant des mois. Mais en réalité, on ne l'avait jamais testé. Et donc on l'a testé, et je me rappelle comme si c'était hier, à 10h30, on a pris la première pause du matin. Et donc je faisais pas le cours, mais je le suivais. J'étais dans le chat, quoi, et je participais à l'écrit. À 10h30, on a déclaré la pause, donc tout le monde s'est levé, c'est pas déconnecté, mais bon, on Oui, n'était en plus veille. devant la classe virtuelle, voilà. Et je suis monté, j'habitais une maison à 2 étages, et donc je suis monté à l'étage, et, euh, et je me rappelle que j'avais le sentiment que les 20 apprenants avec qui j'avais été en contact, ils étaient en bas, en fait. J'avais l'impression qu'ils étaient physiquement là. J'avais cette pression, ce sentiment de présence à distance, et c'était vraiment réel. J'avais jamais ressenti ça dans une visio ou dans d'autres interactions à distance. C'était ça qu'on voulait créer, mais jusqu'à ce qu'on le ressente, on n'était pas vraiment sûr que ça fonctionne comme on voulait. Voilà. Oui, et c'est là où vous avez vu que la formule marche, que ça prend. Bah ouais, c'est ça. Et Ok. pour moi, c'était le 9 janvier 2017 à 10h30. Et là, j'étais sûr que le concept allait fonctionner. Je l'avais vu fonctionner de mes yeux pendant 1h30. Ensuite, on a eu des bugs, etc. Mais bon, je savais qu'on allait les résoudre. Donc voilà, c'était que de la tuyauterie, quoi, après. Mais Ouais, je le comprends. concept, pour moi, il était déjà validé. Ça rejoint aussi un peu ce que j'ai vu à O'Clock. Ben moi, j'ai rejoint O'Clock à l'époque. Bon, c'était il y a longtemps Vas-y, maintenant. parle-moi de ton expérience de O'Clock, de ton point de vue. J'ai vieilli. C'était en 2019. Mais c'était le ton décalé déjà Oui, qui m'avait attiré moi, parce que je suis un peu ouais. comme toi anticonformiste. Donc ça m'avait plu. Ce que j'avais bien aimé, mais que je ne savais pas en amont, c'était l'esprit un peu communauté entre Mhm, étudiants. Ça mhm. m'avait bien plu. Ça, c'est vrai qu'on le retrouve pas forcément à autant de degrés dans toutes les écoles.
Mhm. Donc ça, j'avais beaucoup apprécié. Non, c'était Ouais, une ouais, bonne expérience. Le mode projet aussi, bien sûr. oui, Projet, je ouais, précise collectif. oui. Ça, même dans mes sessions actuelles comme formateur, je fais toujours des projets de groupe. Alors, Mhm. certaines écoles sont plutôt habituées aux projets individuels, Mhm. mais pour atteindre un meilleur taux de progression de chacun, en fait, parce qu'en gros, Mhm. le projet individuel favorise surtout ceux qui sont déjà en avance ou qui ont des Ok, facilités, je trouve. ok, Et ok. quand on va en projet collectif, je trouve que ça tire tout le monde vers le haut si tu as réussi à créer une cohésion d'équipe. Oui, Sinon, on va oui, avoir tout à des fait. disputes. Mais si tu as créé une Ouais. cohésion d'équipe comme vous l'avez fait au clock, ça Mm, tire globalement les gens vers le haut. Donc ça, c'était mm, cool. mm. Et ce que j'avais beaucoup apprécié aussi, vous aviez mis en place un dispositif parce qu'à l'époque, donc j'étais en reconversion et c'était Pôle Emploi qui avait refusé. Ils voulaient Mhm. me mettre à une autre école qu'au clock. Et moi, je Mm. tenais et au Ouais, t'as tenu bon. distanciel, mais pas asynchrone. Je voulais une Mm. classe physique et du coup, c'est au clock qui me parlait le plus aussi de par le ton. Vous aviez mis en place un dispositif, la faute à clock, ça s'appelait. Oui, oui, Et ça, c'était top pour les personnes qui étaient un peu en difficulté et qui avaient épuisé les autres oui, sources de financement. oui, oui, Je pense que vous êtes un des seuls à l'avoir fait. oui. Tu en tires quoi de ça? Parce que je présume que vous l'avez fait pour l'inclusivité? Oui, oui, bien sûr. Et parce que à l'époque, c'était très compliqué d'obtenir des financements pour des formations à distance. Hmm. C'était ça le frein. Des financements pour suivre des formations, c'était pas un problème. Il y en avait beaucoup. Mais dès qu'on disait que la formation était à distance, et a fortiori 100% à distance, et là c'était une levée de bouclier. Et donc, euh, et donc il y avait beaucoup de personnes qui essuyaient un refus de financement, malgré tous les financements qui existaient. Donc c'était une situation paradoxale et très injuste et qui créait beaucoup de frustration. Et donc ça a été, oui, un moyen qu'on a trouvé parmi d'autres d'essayer de passer outre. Euh, mais tant mieux que tu aies pu en bénéficier, mais on l'a assez rapidement arrêté en Oui, réalité. c'est ce que je. Parce que Ouais. alors, c'était quoi les difficultés du coup? Est-ce que c'était gérer tout ça ou le nombre de personnes qui Ouais, finalement. la gestion était compliquée, on l'a pas assez bien faite, Hmm. et donc voilà, une fois la formation terminée, on faisait pas un suivi assez serré des personnes qui avaient bénéficié de ce dispositif-là, et donc voilà, après le lien se perd, et puis c'est difficile de mettre en pratique le contrat, etc. Donc Mais ça ne fonctionnait pas forcément suffisamment. On a perdu un peu d'argent avec ça, et donc voilà, au bout d'un moment. Et entre temps, le Covid est arrivé. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et c'est le Covid en fait qui a ouvert la voie au financement de la formation à distance. Donc finalement, c'était moins nécessaire. Nous, ça nous évitait de prendre un énorme risque et de tendre la trésorerie de manière importante. Et surtout, bah, la raison d'être principale de ce dispositif-là n'était plus vraiment là. C'était ça la suite. C'était du coup, c'est après le Covid que les financements pour les formations en distanciel, tu as vraiment ressenti un changement ou c'était déjà avant? Ça a été, disons que ça a été assez progressif. Ça allait de mieux en mieux, mais voilà, arrivé le Covid, et en particulier pendant la période Covid, il n'y avait plus de problème. Au contraire, dès qu'on disait qu'on proposait des formations 100% à distance, on avait toutes les vannes qui s'ouvraient Hmm. parce que les formations en présentiel ne pouvaient pas avoir lieu. Donc on était avantagé. Oui, je comprends. Oui, là, il y a eu un vrai. Et du coup, oui, Oui. ça. Et après c'est resté dans une certaine mesure. Voilà. Donc il y a vraiment un avant et un après Covid en matière d'accès, de possibilité d'accès à la formation à distance. Oui, parce que, à mon avis, le manque de financement, bah, les pouvoirs publics ont toujours une petite latence. Et quand ils Mm. ont testé, forcé par le Covid, ils ont dû voir que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de catastrophe comme ils pouvaient l'imaginer. Ouais, en réalité, ça s'est pas si bien passé que ça parce que Ouais, la plupart des écoles n'avaient pas préparé le sujet c'est parce que vrai, oui. personne l'a vu venir. Donc en réalité, ça s'est quand même assez mal passé aussi. Ouais. Mais justement, nous, on a pu démontrer pendant cette période-là qu'on pouvait bien faire les choses et que ça pouvait très bien se passer. Et donc, ça a permis justement bah, aux différents interlocuteurs publics que nous avions de comprendre que il y avait la bonne manière de proposer des formations à distance D'accord.
et qu'à condition que cette bonne manière soit mise en œuvre, que des bonnes pratiques soient mises en œuvre, et notamment le téléprésentiel. Le téléprésentiel a été reconnu à ce moment-là comme un format absolument valable, valide, qui donnait des bons résultats, et donc à partir de là, on a eu beaucoup moins de refus de financement pour cette raison. Ça pouvait y avoir des refus, mais ça a été beaucoup plus rare d'avoir des refus pour la question du financement à distance. Ouais, c'est un peu comme pour le full remote, quand il y a une entreprise qui pense toute son organisation en full remote, ben comme au Clock, vous étiez, je crois, Oui, tous les oui, salariés en full remote. oui, toujours, toujours. Voilà. Ça n'a pas changé. Donc là, les process sont fluides, alors que pendant le Covid, les entreprises qui n'avaient pas l'habitude et qui ont été en remote forcé, là, c'était très compliqué. Exactement, c'est ça. Ouais. Et je dirais que c'est la même chose pour les bénéficiaires, pour les apprenants. C'est-à-dire que les apprenants aussi ont souffert quelque part du passage, alors les apprenants ou les salariés quand on parle de l'organisation du travail. Mais le fait de passer tout à coup, du jour au lendemain, à une formation 100% à distance, qui avait commencé en présentiel, et être obligé de passer 100% à distance, Hmm. c'est mal vécu. Beaucoup l'ont mal vécu. Tout comme les salariés, beaucoup ont mal vécu, enfin, il y a eu toutes sortes de réactions, mais il y en a beaucoup quand même qui ont mal vécu le fait de devoir, d'être obligé de travailler à distance. Oui, la Et contrainte. en fait, il faut choisir. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Que ce soit le travail ou la formation, les modalités de travail ou les modalités de formation, l'idéal, c'est de pouvoir les choisir. Je suis Parce qu'on n'est d'accord. pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins, et on donne le meilleur de nous-mêmes en termes d'apprentissage ou professionnel quand on est dans la configuration qui nous correspond le plus, tout Je suis simplement. d'accord. Et pour un peu terminer sur ce sujet, une session type à Outlook, pour quelqu'un qui connaît pas, ça se passe Hmm. comment? C'est-à-dire une journée type et aussi peut-être bah, la pédagogie avec les ateliers, les projets. Bon, en fait, c'est assez varié parce que on donne aussi beaucoup de liberté aux formateurs de mettre en œuvre Hmm. les méthodes qu'ils préfèrent. Mais globalement, c'est une méthode de pédagogie qui est très axée pratique, et donc on passe beaucoup de temps à faire des démonstrations pratiques, à laisser les apprenants aussi expérimenter. Et donc par exemple, enfin, ça se traduit très concrètement par le fait que tous les apprenants chez O'Clock doivent avoir un double écran pour travailler, parce que c'est impossible avec un seul écran, c'est impossible de suivre le cours et en même temps de mettre en pratique. On peut pas voir son code et en même temps le code du formateur, etc. Donc le double écran, c'est vraiment le fait de permettre cette mise en pratique constante et permanente. Après, bah voilà, une journée type, ça va de 9h à 16-17h, ça dépend des cours, ça dépend des formats, etc. Mais en gros, c'est à peu près une journée à temps plein. Et il y a des temps dédiés à la correction des travaux de l'exercice de la veille, ou alors la découverte d'une nouvelle notion, la mise en pratique, des temps d'échange, de questions-réponses, etc. C'est assez varié. Voilà, je saurais pas Hmm. résumer une journée type à voilà quelque chose d'extrêmement cadré. Je pense que certains formateurs ont une méthode qui est très constante, et qui leur réussit très bien, et ils font toujours un peu la même chose. Enfin, non, pas la même chose, mais ils varient toujours selon une certaine logique. Hmm. Mais entre formateurs, c'est pas forcément toujours la même Oui, chose. il y a une Et liberté pédagogique. oui, oui, absolument. Et c'est pareil. Je pense que ça fait partie aussi de ce qu'il faut, de ce qu'il faut organiser et admettre que ça marche. Parce que les formateurs aussi sont tous très différents entre eux. Et donc, ce qui fonctionne très très bien pour un formateur va pas pouvoir être reproduit à l'identique par un formateur qui n'est pas, enfin, qui est différent, quoi. Donc les formateurs doivent avoir une attitude assez importante à mon sens, et c'est toute la difficulté de l'organisme de formation, parce que la qualité c'est un sujet complexe, ça s'encadre, ça se mesure, et quand la liberté pédagogique va parfois trop loin, c'est compliqué, ça peut donner des expériences d'apprentissage très différentes d'une session à l'autre, et ben voilà, c'est toute la difficulté de l'organisme de formation. Ouais, S'il n'y avait pas cette difficulté-là, bah voilà, tout le monde créerait son organisme de formation, alors que c'est un peu plus compliqué que ça. c'est clair. Avant de passer à tes projets futurs et qu'est-ce qui s'est passé avec la fin de O'Clock, au niveau du marché tech en général, euh, par exemple, quel est ton avis, toi, sur le marché tech pour les devs juniors? Je me souviens que quand j'étais à O'Clock,
Il y avait eu une période où vous aviez testé une formation en alternance. Vous l'aviez Mhm. arrêtée, mais vous l'avez repris, Oui, je crois, oui, depuis oui. quelques temps. Qu'est-ce que tu penses du marché de l'alternance ou plus généralement pour les devs juniors du premier emploi qui a beaucoup bougé au fil des années? Mm, mm. Euh, bon, juste pour rebondir sur cette formation en alternance, qu'on a effectivement expérimenté à peu près dans les années pendant lesquelles tu suivais la 2019, formation. 2020, ouais. Ouais, c'est ça, et on a mis en stand-by 1 an et demi, 2 ans, simplement parce qu'on n'était pas encore prêt à gérer la relation avec les entreprises. Hmm. Et on s'est rendu compte que c'était tout aussi important que bien assurer la formation. La formation en alternance, bah, c'est une partie en formation, une partie en entreprise. Et la partie en entreprise, on a une part de responsabilité sur comment ça se déroule, et on n'était pas prêt pour bien gérer cette partie-là. Et donc, c'était une expérimentation, et comme ça arrive sur les expérimentations, on a décidé de ne pas la reconduire à ce moment-là. Mais on était très content de pouvoir ressortir ça des cartons 2 ans plus tard, quand on avait constitué une équipe dédiée à la relation entreprise. Mais alors, du coup, vous l'avez mis en pause par rapport à la relation à l'entreprise. C'était pas Ouais. une difficulté de trouver les entreprises partenaires? Oui, oui, ça fait partie du sujet, Oui. c'est-à-dire que Hmm. sans équipe dédiée, enfin sans Hmm. personne dédiée à la relation entreprise, on n'était ni en capacité de trouver suffisamment d'entreprises. Elle était très très attendue cette formation en alternance. Hmm. Il y avait énormément de candidats, et en face, en fait, on n'était pas suffisamment staffé et structuré Hmm. pour aider les candidats à trouver des entreprises. Et une fois, même pour ceux qui les trouvaient, à faire le lien pendant l'entreprise. Il y a tout un tas d'obligations qu'un organisme de formation et un CFA en fait doit mettre en œuvre dans le déroulement de la formation en alternance, en Et là, apprentissage. là, quand vous l'avez relancé, du coup, Hmm. ça s'est passé comment en termes de nombre d'étudiants, nombre d'entreprises, processus positif, le bilan? Ouais, super positif, ça continue toujours et on a même lancé d'autres formations Top. en alternance, en contrat de professionnalisation, mais surtout en apprentissage. Et non, là, effectivement, ça c'est une modalité qui maintenant est rentrée dans les mœurs de O'Clock, j'ai envie de dire, et qui se développe, qui a le vent en poupe. Certes, maintenant, c'est très compliqué pour les entreprises de la tech Hmm. en ce moment. Donc le recrutement des apprentis en pâtit aussi un petit peu. Voilà, je pense que ça va revenir, mais là il y a une conjoncture à passer, c'est clair. Et donc, mais d'une manière générale, je te réponds par rapport au point quel est mon point de vue sur le marché de l'emploi pour les développeurs juniors. Il a toujours été compliqué ce marché de l'emploi, en fait. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, il y a des licenciements dans la tech qui pénalisent donc le recrutement des juniors au profit des seniors, etc. Il y a une surabondance de personnes formées, mais en fait, c'est un marché qui a toujours été compliqué. Même, on va dire, pendant les années folles où les candidats à la présidentielle parlaient des codeurs et des développeurs, parce que se lancer dans ce métier, euh, c'est toujours. Enfin, moi, je l'ai jamais caché. Je l'ai toujours dit. Il y a il y a plein de vidéos de moi sur YouTube enfin, qui datent de cette époque-là, et dans laquelle je dis très bien que il faut pas s'attendre à sortir d'une formation quelle qu'elle soit, à claquer des doigts et à être recruté. Il faut faire ses preuves, en fait. Et c'est pas parce qu'on est dans un secteur qui connaît le plein emploi, qui recrute beaucoup, etc., que c'est facile de décrocher le premier emploi. En fait, ça a toujours été difficile. Et ça l'est aujourd'hui aussi, peut-être un peu plus, peut-être pour d'autres raisons. Je pense que si ça l'est un peu plus, c'est pour des raisons passagères, parce que fondamentalement, le monde n'a pas tourné le dos au numérique. Loin de là, il y a de plus en plus de besoins liés au numérique, et les développeurs restent toujours, on peut parler de l'IA si on veut, mais les développeurs restent toujours la machine qui fait tourner le monde du numérique. C'est pas encore l'IA, et je ne sais pas si ce sera l'IA un jour, mais en tout cas, pour l'instant et pour le futur prévisible, ce sont toujours les développeurs qui sont derrière le numérique, et donc fondamentalement, ça n'a pas changé. Euh, mais l'accès au marché, la première marche, le premier job, il a toujours été compliqué. Et après, ça va très bien. En revanche, une fois passé la première marche, là, on ressent les bienfaits, entre guillemets, d'un secteur qui recrute beaucoup, qui a le plein emploi, etc. Mais la première marche, non. Et beaucoup de personnes sont frustrées. Et je pense que
Et je pense qu'il y a un effet de boucle rétroactive, c'est-à-dire que tout le monde ne s'en rendant pas compte, arrive un peu la fleur au fusil à la fin d'une formation, que ce soit une formation au clock ou une autre, et puis est déçu de se dire ah bah zut, il faut que j'envoie plein de lettres de motivation, il faut que je contacte beaucoup d'entreprises, je m'attendais pas, j'avais lu que les développeurs même dans leur première année d'expérience gagnaient énormément, oui mais oui, quand on accède au premier job, ensuite on gagne bien, mais ça ne dit pas que ça a été en claquant des doigts qu'on a accédé à ce premier job. Et donc ça entretient une forme de frustration. Et donc j'essaie plutôt de casser ça en préparant le plus de personnes possible, en leur disant attention, ça ne sera pas forcément facile, il va falloir se battre, il va falloir démontrer ses compétences, vous aurez à vaincre votre syndrome de l'imposteur, vous aurez à démontrer que vous avez ces compétences-là, que ce soit en démontrant que vous avez réalisé des projets, et si vous n'avez pas réalisé suffisamment de projets pendant la formation, à vous de les développer juste après, à vous d'être proactif aussi dans la démarche auprès des entreprises, attendez pas que ça tombe. Enfin, il y a tout un tas de choses C'est ce qu'il ne faut pas que avoir dire. j'allais dire. Si tu avais quelques conseils à donner à un dev junior Hmm. qui finit une formation et qui cherche une alternance ou le premier job en CDI, peu importe, ça serait quoi? Bah, toutes les bonnes pratiques de la recherche d'emploi s'appliquent. Ouais. C'est bête à dire, mais voilà, c'est pas parce qu'on est dans le numérique qu'il faut faire ça diva. Donc voilà, il faut préparer le CV. Le CV n'est toujours pas mort, donc il faut préparer le profil LinkedIn, mais il faut aussi préparer le CV. Et il y a des codes aussi sur comment préparer les CV dans le numérique. Il y a des formats de CV qui sont plus habituels que d'autres. Les petites étoiles, faut arrêter. Il y a eu un temps pour ça, mais je pense que c'est passé. Il faut pas écrire développeur junior en tête du CV. Je sais que voilà, ça fait partie du syndrome de l'imposteur si certains l'écrivent. C'est pas parce que voilà, techniquement oui, on est développeur junior, mais c'est pas la peine de l'écrire. Tout le monde le sait, tout le monde voit à quelle date on est sorti de formation. C'est pas la peine de le préciser. Ça ne met pas en valeur le CV, au contraire. Et ensuite, moi je pense qu'il faut euh, multiplier les initiatives pour démontrer sa compétence. Et donc ça peut passer par plein de manières différentes. Ça peut passer par un projet personnel, ça peut passer par la réalisation d'un projet professionnel, quasi professionnel, associatif, à voir. Mais c'est bien aussi que ça ne soit pas quelque chose qu'on a réalisé pour soi. Hmm. Mais pour un autre, ça peut être se préparer aux tests techniques. Maintenant, de plus en plus, il y a les entretiens techniques qui se développent, et donc c'est bien aussi de s'entraîner à ça, de rencontrer des développeurs en poste. Voilà, il y a des sites qui permettent de mettre en relation. Je pense notamment à My Job Glasses, qui permet de rencontrer des professionnels en poste. D'ailleurs, pas que des développeurs, ça convient enfin c'est dans tous les métiers, ou simplement sur LinkedIn ou sur les communautés, que ce soit sur Discord, que ce soit sur des forums spécialisés ou autres. Et donc de rencontrer des développeurs pour activer le réseau, parce que parfois c'est en rencontrant des personnes aussi que on entend parler d'un poste qui s'ouvre, etc. Donc laisser la place à la sérendipité et savoir concrètement quels sont voilà les sujets du moment, les technos, les problématiques dans telle ou telle entreprise, etc. S'imprégner au maximum du monde professionnel, faire l'éponge en fait, même si c'est pour chercher une alternance. Ça c'est valable Hmm. dans tous les cas. Voilà. Je suis d'accord avec toi, ouais. Tout à fait. Et faut, faut Mais c'est s'accrocher. pas Le plus dur, c'est c'est le premier. absolument. Le plus dur, c'est le premier. Il faut partir en se disant que ce sera dur pour remonter les manches, sortir les muscles, et puis petit à petit, ça va aller, Ouais, ça va se faire. Faut pas perdre espoir. Faut jamais s'arrêter de coder. Ah c'est là oui, ça. ça c'est Et ça, c'est dangereux la ça. clé. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est parce que ça en perd vite, hein. C'est comme On le perd très sport. vite. Ouais, absolument. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est vrai. Ok. Alors, pour finir à O'Clock, enfin, pour finir le chapitre O'Clock de l'interview, toi, tu es parti quand de O'Clock et, enfin, partir. Tu es encore, je crois, actionnaire de O'Clock, mais Ouais. ton rôle de fondateur, cofondateur, quand est-ce que tu l'as quitté et pour faire quoi? Ouais. Alors, je suis toujours cofondateur, je serai toujours Oui, cofondateur, mais c'est par vrai. contre, Mais dirigeant. je ne suis plus dirigeant. Voilà. Depuis fin février de cette année. Donc, D'accord. ça fait près de 6 mois. Et, euh, et donc, j'ai décidé de mettre un terme à cette expérience-là, d'un point de vue
personnel, même si le projet, je continue à le suivre d'assez près quand même, parce que je considère que c'est quand même toujours mon bébé, parce Oui. que comme tu l'as dit, je suis toujours actionnaire, parce que ça m'intéresse tout simplement. Euh, et j'ai décidé de le quitter parce que ça faisait 8 ans. Tu vois que j'ai quelques cheveux blancs. Toi aussi d'ailleurs, Moi aussi. on peut se parler en personnes de cheveux blancs. Et je pense que c'est forcément voilà. Enfin, on a connu une croissance assez importante Hmm. avec O'Clock, des crises comme on en rencontre dans tous les projets qui ont un minimum d'ambition. On a traversé le Covid, etc. J'ai appris énormément de choses et au bout d'un moment, je me suis dit que O'Clock n'avait plus forcément besoin de ce que moi je pouvais apporter de mieux pour pouvoir avancer. J'ai eu la chance de rencontrer celui qui est aujourd'hui Cyril, qui est aujourd'hui le nouveau dirigeant de O'Clock. Et même si je l'ai pas au départ, je l'avais pas vraiment rencontré dans le but de lui passer le flambeau. Au départ, on devait travailler ensemble. Après, je me suis dit, en fait, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a toutes les qualités dont je pouvais rêver pour diriger la boîte. Et donc, j'ai commencé à m'autoriser à penser à un futur de O'Clock sans moi. Et, et en fait, l'idée était assez plaisante. Je dois avouer que l'idée m'a séduit parce que je voulais peut-être pas me l'avouer, mais je commençais à être un peu usé quand même par le projet. J'ai laissé quelques cheveux blancs, j'ai laissé quelques années de vie, quoi. Et tu dois comprendre aussi ce que c'est de mener une boîte en même temps que d'avoir une vie de famille prenante avec Ouais, c'est quelques pas, enfants en bas c'est pas âge. évident. Voilà. Voilà. Donc c'était un ensemble de choses. Et puis voilà, moi je considère que ce que j'ai le plus apporté à O'Clock, c'était vraiment sur le démarrage, Hmm. le bootstrapping, c'était les idées initiales, c'était voilà, lancer la machine. Je pense même que j'aurais pu quitter O'Clock avant, que ça n'aurait pas été dommageable pour le Donc en fait, projet. c'est plus la fin d'un cycle et l'envie de découvrir de nouvelles choses qui t'a Alors poussé à faire ça? l'envie de me changer les idées aussi parce Hmm. que finalement j'étais dans la formation depuis 2012 et donc même si ça évolue tout le temps et même un peu trop tout le temps, finalement c'est quand même voilà c'est quand même toujours un peu les mêmes problématiques, c'est quand même toujours un petit peu les mêmes, enfin un réseau qui avec qui je suis toujours en contact mais que j'avais aussi envie d'élargir au-delà de cet horizon-là, voilà. C'est vraiment une somme de choses, quoi. D'accord. Et du coup, tu fais quoi depuis? Quels sont tes projets? Eh ben depuis, je me suis remis au code. J'en avais très très envie. En fait, j'ai jamais arrêté de coder. En réalité, j'ai jamais arrêté de coder, mais je le faisais de manière ponctuelle, pas à temps plein, évidemment, chez O'Clock, que j'avais d'autres responsabilités, mais je le faisais aussi parfois en cachette, parce que c'était pas mon rôle de coder chez O'Clock. Et à quelques reprises, on m'a fait comprendre que c'est bon, tu as des développeurs, tu as des directeurs techniques dont c'est le boulot, lâche le bébé, lâche ce bébé-là, Dario. Donc des fois, je le faisais un peu en cachette pour des projets un peu secrets, un peu pas aux yeux de tout le monde, ou des fois pour des projets perso, mais voilà, j'ai toujours eu envie d'en faire. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai vu l'avènement de l'IA. Euh, voilà, je n'ai pas été spécialement précurseur sur le sujet. En gros, un peu comme tout le monde, j'ai ouvert les yeux quand ChatGPT est arrivé et a fait son entrée fracassante. Et là, je me suis dit, bon bah voilà, ça y est, j'ai mon nouvel os à ronger. Je vais non seulement reprendre une activité technique, j'avais vraiment envie de technique, mais en plus de ça, je vais me spécialiser sur l'IA et je suis persuadé qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère qui est finalement très similaire à celle que j'ai vue au début des années 2000, où tout le monde devait faire, les entreprises devaient faire leur transition numérique, et Hmm. aujourd'hui, on doit opérer la transition IA. En fait, et donc je remets une casquette d'expert, de consultant pour accompagner des entreprises à opérer leur transition IA en faisant énormément de veille, en essayant d'être au plus près de l'innovation de l'IA mais sans être
Je suis pas du tout un data scientist. Enfin voilà, je suis pas dans le cœur du réacteur. Mais par contre, je pense comprendre suffisamment bien comment il fonctionne pour pouvoir ensuite conseiller à des entreprises la meilleure manière de s'en servir pour que ça crée de la valeur dans le plus court temps possible. Parce qu'aujourd'hui, les projets IA, soit on est en capacité de les développer, de les tester en quelques semaines, quelques mois, soit c'est pas la peine de se lancer Mhm. parce que s'il faut 2 ans, la technologie aura tellement évolué entre temps que c'est pas la peine. Autant commencer autre chose dans 2 ans. Mhm. Et Et là, donc, il faut être extrêmement réactif. là, par contre, sur ça, tu es freelance. Ouais, absolument. Ok. Je suis retourné sur Malte, une plateforme que j'avais Oui. déjà expérimenté avant O'Clock. J'étais inscrit sur Malte pendant 2 ans. Bah, voilà, le temps de lancer la machine. Et j'y suis retourné parce que j'adore cette plateforme, j'adore comment ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien, en fait. J'ai réactivé mon vieux profil qui existait toujours. Bon, il y a plus grand chose d'actualité, je l'ai un peu remanié, mais voilà, je l'ai réactivé et depuis j'ai quelques clients. Ok, super. Et du coup, vu que l'IA, c'est devenu ton dada, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'IA pour les développeurs? Est-ce que tu vois ça comme un danger ou plutôt comme une chance pour essayer d'en faire un peu un assistant personnel qui nous aiderait dans les tâches répétitives? Et deuxième question, toujours liée à l'IA, mais spécifiquement sur le domaine de la formation, est-ce que tu penses qu'il y a des applications possibles de l'IA euh, pour des modalités pédagogiques? Hmm. Bah, je vais être un petit peu provocateur et je vais dire que oui, c'est un énorme danger pour les développeurs, mais pas celui qu'on imagine. C'est un danger dans la mesure où, si on ne s'en saisit pas, on risque d'être assez rapidement old school en fait. Euh, le danger n'est pas tellement, en tout cas pour l'instant et vu de ma fenêtre, n'est pas tellement que l'IA remplace des développeurs, mais que les développeurs qui maîtrisent l'IA remplacent des développeurs qui ne maîtrisent pas l'IA. Voilà. Donc oui, si ça peut aider certains à prendre conscience, disons que c'est un danger, mais un danger qui n'est absolument, enfin, je veux dire, un danger un danger à peu près équivalent à celui de rester sur une vieille techno qui est un peu en fin de vie et ne pas se mettre à jour, ne pas découvrir des nouvelles choses ou de nouvelles manières de faire. C'est Hmm. tout. Après, j'en sais rien. Peut-être que le danger deviendra un peu plus existentiel. Voilà, je suis pas Nostradamus, j'en sais rien. Euh, pour l'instant, l'état de l'art ne montre pas encore un danger vraiment concret. C'est ce que l'état de l'art montre en termes d'IA générative notamment, c'est que ça permet effectivement d'augmenter la productivité d'un développeur qui a déjà un peu d'expérience, parce Hmm. que le développeur qui n'a pas du tout d'expérience, voilà, il a plus de risques de se faire avoir en fait par l'IA. Il sait pas trop en fait, il sait pas trop évaluer la qualité du code que lui propose l'IA. Donc la nécessité de se former, pour moi, elle n'a pas baissé d'un seul iota. Et pourtant, beaucoup de voix commencent à s'élever sur le fait de ce n'est plus important d'apprendre à coder. Je l'ai lu encore cette semaine ou la semaine dernière. Ce n'est plus important d'apprendre à coder par des personnes qui ont une influence. Et donc ça m'inquiète pas pour les écoles, mais vraiment plus pour les développeurs, pas pour les personnes qui envisageaient de devenir développeurs, parce que vraiment ce jour-là n'est vraiment pas arrivé. Et donc, je veux dire, ça a autant de poids pour moi que quand Paul Krugman, en 1999, je crois, un économiste américain, disait Internet, c'est une mode passagère et ça aura autant d'impact que le fax. Voilà. Bah, voilà, je veux dire, maintenant tout le monde en rigole. Sur le moment, bah, lui était convaincu de son idée, bah, libre à lui. Mais aujourd'hui, les prédictions qu'on sait faire, que certains font sur l'IA à 10, 15, 20 ans, elles valent pas plus que ça. Hmm. Donc, faut pas leur accorder, à mon avis, une grande valeur Et sur l'aspect pédagogique, est-ce que tu sur penses l'aspect pédagogique. il y a une place pour l'IA ou au contraire, ça serait contre-productif? Et si oui, de Non, je quelle pense qu'il y a façon? une énorme place pour l'IA. Il y a une énorme place pour l'IA. La transformation IA, comme la transformation numérique, doit concerner tous les secteurs d'activité, pas de la même manière. Et dans le domaine de la formation, je suis persuadé que l'IA a un rôle important à jouer. Mon avis, c'est pour ça, et d'ailleurs c'est pour ça que O'Clock est une expérience avant tout, est une expérience pédagogique avant tout humaine depuis le début, avec des vrais formateurs en chair et en os, même si on ne peut pas les toucher, il n'empêche qu'ils sont là. Et je pense que l'IA ne doit pas enlever ça. L'IA doit venir compléter le formateur, doit être son meilleur allié. Euh,
le formateur, c'est pour moi la pièce maîtresse d'une bonne formation. Mais il n'est pas non plus tout puissant, il a ses limites, il a des choses qu'il ne peut pas faire, il a 24 heures dans sa journée comme tout le monde, et pourtant, il y a bien des choses qu'on aimerait qu'il fasse et qu'il ne peut pas faire. Et voilà, donc l'IA, elle vient là-dedans. Je résume un peu, mais en gros, il y a énormément de choses, à mon avis, que l'IA peut faire au service de l'expérience pédagogique, que ce soit de manière, on va dire, un peu invisible pour l'apprenant, c'est-à-dire uniquement auprès du formateur, par exemple en l'aidant à organiser, à structurer son cours, à tester son cours de plein de manières différentes, ou en aidant l'apprenant, par exemple. Voilà. J'imagine très bien, par exemple, le chatbot qui permet de aider l'apprenant dans des questions simples qu'il rencontre, etc. Et qui a été évidemment paramétré en amont par l'équipe pédagogique pour que voilà, il dise pas d'âneries, qu'il reste dans le cadre du programme, qu'il n'en sorte pas, etc. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur quel rôle on veut donner à l'IA. Là, je parle du chatbot parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais ça ne se résume pas à des chatbots. Et ensuite voilà, du travail de R&D ou à minima d'innovation pour tester le concept à petite échelle et puis rapidement itérer et mettre en œuvre des choses. Il faut pas attendre. Malheureusement, le domaine de la formation est un peu poussif dans les innovations. Heureusement qu'on a quand même, les EdTech qui poussent la formation vers plus d'innovation, mais traditionnellement, le domaine de la formation n'est pas celui qui se saisit des nouvelles technologies en premier. Oui, il est plus Et, suiveur que locomotive. oui, Hmm. absolument. Et donc, faut d'autant plus se bouger, faut d'autant plus ouvrir les yeux sur voilà, les immenses opportunités que ça représente. Voilà, ne pas pour autant taire les risques, les dérives, voilà, être au plus conscient de tout, mais ne pas remettre à demain. Voilà, parce que d'autres vont être plus rapides et donc c'est aussi une course à ceux qui vont le plus vite saisir ces opportunités-là. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Dario. Ça va être la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter, une question que je t'ai pas posée ou un mot de la fin? C'est une très bonne question que je n'avais absolument pas préparée, Adrien. Non, mais j'ai envie de dire un mot aux personnes. J'espère que tu as ce type de profil qui nous regarde, des personnes qui réfléchissent à se lancer dans le numérique, qui réfléchissent à peut-être changer de voie ou voilà, peut-être qui sont peut-être à un stade un peu initial. Et j'ai envie de leur dire que c'est pas facile. Voilà, appelons un chat, changer de métier, se reconvertir professionnellement, c'est pas facile. Les personnes qui le font démontrent, à mon sens, une motivation incroyable. C'est des héros du quotidien. Ils font des sauts dans l'inconnu, parfois contre l'avis de leurs proches, parfois en doutant énormément d'eux-mêmes, mais ils le font quand même. Et aujourd'hui, on les compte par dizaines de milliers. Ils sont très nombreux en France, évidemment, dans le monde encore plus. Donc c'est possible. Il faut pas se dire que c'est facile parce qu'après on sera déçu, et il faut pas non plus se dire que c'est insurmontable parce qu'on y arrive. Voilà. Et il n'y a rien de plus triste voilà, de persévérer dans une voie dans laquelle on ne se sent pas à l'aise, dans laquelle on ne trouve pas son bonheur, dans laquelle on s'ennuie. Et, euh, et voilà, des fois il faut faire des paris sur l'avenir, des sauts dans l'inconnu, des leap of faith, et puis souvent on retombe sur nos pattes, voilà, parce que on a quand même une grande faculté d'adaptation, et voilà, en tant qu'humain, et ça c'est dû à tout le monde. On l'a tous en nous, et donc faut pas hésiter à y aller, à se faire confiance. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Dario, d'avoir accepté l'interview. Euh, Merci à toi, Adrien, pour ton écoute, tes questions et ton partage d'expérience aussi en tant qu'ancien apprenant au clock. ouais, j'avais beaucoup apprécié. Et on mettra tous tes liens bah, là, dans la description. Et ben merci encore et passe une bonne soirée. Merci. Au Salut, revoir. Adrien.